Je suis heureuse aujourd'hui d'être en compagnie d'une jeune femme aux 1000 casquettes. Chanteuse, compositrice, productrice, entrepreneuse, fondatrice d'une marque Aircare, créatrice d'un jeu et organisatrice d'événements. Son nom d'artiste la représente tellement bien, dans sa chaleur, sa bonté et sa lumière. Aude, a.k.a. Sunshine Harmony, bienvenue sur le podcast Couleur Passion. Waouh, merci beaucoup. Et merci. Je m'attendais pas à une telle présentation. Je pense que c'est la première fois d'ailleurs, depuis que j'ai mes nouvelles activités, qu'on me présente et comme artiste et comme entrepreneur. Je pense que dans beaucoup de sphères, je suis soit connue pour un truc, soit pour l'autre. Et c'est très récent en fait, le fait de mêler les deux et de revendiquer que je fais vraiment tout ça. Donc franchement merci, c'est une très belle présentation. Avec plaisir, c'est ce que tu es. Et c'est aussi la façon dont je t'admire. Comment tu vas ? Très bien, très très bien. Un peu fatiguée, parce que j'enchaîne un peu en ce moment. Mais en fait, ce qui me tient, c'est justement tout ce que je fais actuellement. Donc il y a un double sentiment où t'es dans le flow, et en même temps, tu te dis aussi qu'à un moment, il va falloir se reposer aussi à certains moments. Mais ouais. Tu m'étonnes avec tout ce que tu fais. C'est impressionnant. Est-ce que tu arrives à avoir du temps pour prendre soin de toi ? Pour avoir l'équilibre vie perso, vie pro ? Non. on est honnête. Clairement. Non, en ce moment, c'est compliqué, franchement. Parce que je suis dans ce flow, en fait, où t'as une marque qui commence à monter, t'es toute seule à la gérer, et du coup, t'es au front tout le temps, quoi. Tous les jours, donc j'ai pas de week-end, j'ai pas vraiment de jour off. Je considérerais que j'ai un jour off le jour où je peux éteindre mon téléphone, ne rien traiter si ça arrive, et être en paix avec ça. Là, actuellement, même si un jour je me dis « Ah, c'est off », si je reçois une notification de « Là, il y a des commandes à traiter », je vais les traiter. Surtout au moment où, justement, je considère que je ne fais rien. Alors qu'en fait, j'ai le droit de rien faire, et que le repos, c'est aussi parfois de ne rien faire. Mais c'est vrai que j'ai ce truc où, le moment où je ne fais rien, en fait, je sais que aussi, c'est le rapport que j'ai eu beaucoup à la création, c'est ce truc de... T'es créatif quand, dans les moments où tu ne fais rien, tu commences à créer, tu commences à avoir l'idée, et en fait, moi, juste le process d'avoir une commande et de la traiter, etc., il y a quand même un truc où je retrouve un peu de créa, parce que, la manière dont déjà, ne serait-ce que je vais faire le paquet et que je vais mettre un petit mot personnalisé, etc., déjà, pour moi, il y a un processus créatif qui est en route à ce moment-là aussi, donc... En fait, comme dans tous les processus créatifs dans lesquels je suis, ça me met presque dans un état méditatif. Okay, en fait, quand je travaille, et c'est ça mon problème, j'ai peut-être un problème à jauger quand c'est du travail et quand c'est du plaisir. Donc moi, en fait, je prends plaisir à le faire, mais ça a quand même un impact fatigant. Ouais. Et c'est comme quelqu'un qui kifferait faire du surf. C'est pas parce que c'est ta passion et que tu kiffes le faire que tu vas pas être fatigué, tu vas pas faire 10 heures de surf en pleine mer, quoi, tu vois. Est-ce que tu vas te noyer ? C'est un peu pareil pour moi. Je pense qu'il faut aussi que je comprenne que je peux pas bosser 10 heures par jour et pas me dire que même si je kiffe, il faut y aller mollo, quoi. C'était important pour toi que ton travail soit ta passion ? Ouais, c'était primordial. En fait, j'ai fait mes études et tout, je suis allée au bout de mon master, mais... T'as fait des études de quoi ? Oui, j'ai fait un master de marketing et communication, et avant j'avais fait une licence de langue étrangère appliquée, spécialisée en affaires et commerce international. Wow. Tout ça. Le long est long, et le long est long. Non, oui. Le nom est long. C'est dur à dire en plus. C'est la première fois que je me retrouve à dire ça. Mais voilà, oui, c'est du commerce. J'ai beaucoup, en fait... finalement, c'est assez logique que là, je fasse ça, mais pendant que j'en faisais, j'avais pas du tout ça en tête. Juste, je suis allée dans les trucs dans lesquels je me sentais assez à l'aise. Mais par contre, je savais très bien, tout du long, que je me voyais pas dans des entreprises. J'étais pas... même sur la fin, je voyais que les camarades, ils étaient tous déjà en train de chercher le contrat de la fin, et tout le monde, il y a le petit stress de tout le monde. Et moi, je leur disais, mais les mecs, reposez-vous, chill, genre tranquille, ça va venir et tout, enfin... Et en fait, à ce moment-là, quand j'ai vu vraiment le gap, je me suis dit, ouais, en vrai, t'as pas envie de bosser, enfin, t'as pas envie d'aller en entreprise. Donc, directement, quand j'ai fini en janvier, enfin, j'ai fini les cours en décembre, j'ai été diplômée en janvier, et de janvier à juin, j'ai pas travaillé. J'ai pas du tout travaillé, j'étais pas dans une démarche d'envoyer des CV, de me dire, là, il y avait aucune pression, enfin, je dormais,
Là, pour le coup, c'est vrai que j'ai aussi ce truc où, quand je travaille en ce moment, je me dis, en vrai, tu t'es bien reposé. Sauf qu'en fait, le corps, il marche pas comme ça. C'est pas tu te reposes 6 mois et après, tu bosses 72 heures par semaine, quoi. Non, tu prends un rythme normal et tout. Donc, mais voilà, avec des jours de travail et des jours de repos, c'est ça. Il faut savoir vraiment faire la part des choses. Mais vraiment, c'est un challenge en tant qu'entrepreneur quand t'es en plus toute seule. Et encore, je suis bien entourée, tu vois. Genre, j'ai une aide, on va dire, qui est plus psychologique, dans le sens où. Et plus symbolique parfois. J'ai mon copain qui m'aide beaucoup. Mais après, sur la logistique et tout, c'est moi qui traite les commandes, c'est moi qui fais les posts Insta, c'est moi qui fais tous ces trucs-là, qui répond, qui fait les SAV et tout, qui fait l'admin, qui fait enfin tout. Donc, à noter que du coup, tu es vraiment toute seule dans cette aventure, dans cette profession, dans ce concept. C'est ça, quoi. Et j'apprends énormément sur le tas, donc t'es un peu... C'est ça en fait, je pense, qui fatigue. C'est vraiment... J'ai pas une fatigue physique, hein, je suis pas trop courir, je cours pas tant que ça partout, à part que je vais à la poste assez souvent. Mais c'est plus le truc de toujours... Il faut toujours penser à plein de trucs, tu vois. Tu vas recevoir un mail, tu vas traiter une commande, tu vas... Tu sais, là, il y a des trucs, tu commences à envoyer dans d'autres pays, bah, t'as les douanes, t'as le machin et tout, et t'es là, j'ai pas ma commande et tout, et tu sais, t'es un peu partout. Donc c'est plus ça, et qu'il faut des moments où le cerveau puisse totalement déconnecter. Là, j'ai pas encore réussi à le faire, tu vois, j'ai pas encore réussi à me poser un soir et... Enfin, ça commence. Je commence à avoir des petits moments de déconnexion ou à recevoir une commande et à me dire, bah, c'est pour demain. Tu vois, il est 19h. Mais avant, mais c'était trop marrant, les premières semaines, les commandes de minuit, je les traitais à minuit, hein. Les commandes de 2h, je les traitais à 2h. Parce qu'en fait, j'étais tellement dans une adrénaline que le téléphone sonnait, j'avais une commande à n'importe quelle heure. Parce que j'avais mis les notifs, là au moins ça sonne pas, normalement. Mais, très souvent, en tout cas, je suis plus en silencieux qu'avant. Mais avant, franchement, la commande, elle sonnait à 2h du mat, je me levais, je la traitais. Hein. Alors que c'était sûr que j'allais l'envoyer le lendemain, parce que tu vois, à 2h, je vais pas les descendre. Mais ce truc de me dire, je sais pas, ça me mettait une espèce de... Ouais, c'était la dopamine, en fait. Tu sais, t'as des shots de dopamine, comme ça, le truc a sonné, t'as ton shot d'énergie et tout. Donc, je me voyais pas rester comme ça, tu vois. Ah cool, il y a il y a une commande. Non, tu vois, il fallait que je passe à l'action directe. Mais ça, maintenant, je le fais plus. Genre, à partir de 19h, en vrai, il y a un truc qui arrive, c'est pour demain, c'est pas grave, ça change rien, je l'enverrai demain dans tous les cas. Donc, tu commences à te mettre tes limites. Ouais, petit à petit. Et à pas culpabiliser pour ça et tout, parce que je pense que j'avais une espèce de pression du bon service, tu vois, du bon service rendu. Je me disais, je veux un service client au top du top, je veux que les gens, ils se disent, ah, moi, je l'ai reçu en 48 heures. Enfin, moi, mon truc, je me disais, je vais être plus rapide qu'Amazon, tu vois. Genre, Amazon, ils font 24 heures, bah, moi aussi, je vais faire 24 heures. Donc, ouais, non, pour l'instant, les gens... y a personne qui peut dire qu'ils n'ont pas reçu leur commande dans les délais, quoi. Les seuls, c'est ceux qui sont à l'étranger, parce que c'est plus long, forcément, c'est pas du 24-48, mais sinon, en France, c'est direct. T'as déjà eu des commandes à l'étranger, du coup ? Ouais, du coup, alors là, à l'étranger, il y a eu des commandes au Cameroun, il y en a eu au Canada, il y en a eu, je regarde ma petite carte, Israël. Ouais, c'est ça. Il y en a une Guadeloupe. Bon, c'est France... voilà. Les Antilles. Voilà, les Antilles. Voilà. Ah non, Allemagne, Belgique. Ouais, les meilleurs. Ouais, Belgique. Déjà... Je pense que pour moi, les Belges, c'est vraiment les meilleurs. Il n'y a pas de débat, c'est tout. Non, mais c'est vrai. Donc voilà. Et c'est dur quand même d'être sa propre boss, en vrai. Non ? Oui, parce que en fait, tu vois la rigueur que tu t'imposes à toi-même. Tu te dis, purée, si je bosse avec d'autres gens et tout, est-ce que je vais réussir à être flex et tout. C'est pour ça que là, à la rentrée, je voulais prendre déjà un stagiaire et tout. Pour déjà m'entraîner, tu vois, avoir ce truc un peu plus flex, à déléguer. Voilà, parce que... En fait, je me dis, tu deviens pas manager du jour au lendemain. Et si je suis amenée à manager des gens, j'ai envie que en fait, il faut que j'apprenne. Et de la même manière qu'un stagiaire, il va venir apprendre, moi aussi, je vais apprendre, quoi. Donc, ça va se réaliser, ça ? Ouais. Ah, c'est chouette. Là, avant la fin de l'année, j'avais quelqu'un là qui était intéressé, un potentiel candidat. Mais il faut qu'on gère et tout l'admin. Mais ouais, ce serait cool. Et moi, ça, au contraire, ça va m'apprendre moi, ça va lui apprendre aussi. Donc... franchement, c'est vraiment un des plans. Et oui, être sa propre boss, c'est... Le truc qui est intéressant, par contre, c'est que comme avant, j'étais en apprentissage, j'ai vu ce que c'est... En fait, moi, j'ai vu mon défaut en entreprise. Et je vois comment c'est une qualité pour ma propre entreprise. En fait, je travaillais trop. Je faisais bien plus que ce qu'on me demandait. Et du coup, je m'épuisais à la tâche. Alors... Dans ma propre entreprise, ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais ça, oui, ok, tu vois les chiffres, tu vois que
En tout cas, tu vois que tu travailles pour un truc et que tu comprends le rapport de cause à effet de ce que tu es en train de faire, de l'énergie que tu es en train de donner, etc. Le côté moins bon, c'est que finalement, j'ai pas changé ma manière de travailler entre l'entreprise et mon entreprise, tu vois. Et pourtant, j'ai pas la pression d'un manager qui va me dire je te vire, tu vois, c'est moi et moi. Donc ça prouve bien qu'en vrai, c'est même pas une question de la personne qui est en face de moi, c'est vraiment juste moi et la rigueur que je m'impose et tout. C'est vrai que sur ça, mais par contre, quand c'est toi, t'as encore plus ce truc de dire je vais travailler sur ça. Parce que quand j'étais en entreprise, je me disais pas je vais travailler sur ça, parce que de toute façon mes managers ils me félicitaient pour ça, alors que moi je me félicite pas de travailler 72 heures ou quoi, enfin je me félicite pas quand je travaillais à 4 heures du mat, ou non, pas du tout, au contraire, je me dis non mais faut que tu déconnectes. Mais si j'étais en entreprise, je sais qu'on me féliciterait beaucoup pour ça, tu vois. En tout cas, dans beaucoup d'entreprises assez toxiques et dans les domaines dans lesquels on est, ils diraient mais génial les chiffres et tout, là j'ai vu que t'as répondu, t'as été réactif, tu vois, on va te dire ça, tu vois. Mais moi, on va te pousser encore à toujours plus, tu vois. ça, Et alors que moi non, justement j'ai été sur cette pente là, et au contraire c'est une pente plutôt qui descend, et où je me dis de plus en plus il faut que tu délègues, faut que tu prennes des gens, faut que tu prennes des freelances, il faut que tu vois, je me dis plus ok, tu comprends que c'est ta machine et qu'il faut tenir sur le long terme, et du coup je me dis plus ménage-toi, et voilà, je suis plus dans, tu vois, quand t'es en entreprise, t'es sur cette espèce de pente, d'ascension à ce niveau-là, et puis moi là j'essaie justement de diminuer au fur et à mesure, et puis l'objectif, et c'est totalement faisable, c'est de travailler du 3-4 heures par jour, c'est largement suffisant, parce qu'en fait tu vas programmer des postes, tu vas traiter des commandes et tout, mais très souvent en fait là dans le métier que je fais, pour l'instant j'ai pas besoin de travailler plus de 3-4 heures par jour. Et je peux totalement me faire une pause. Et en fait, franchement, ce que je fais en 3-4 heures, c'est sûrement ce que j'aurais fait en 8 heures en entreprise, tu vois. Donc je peux vraiment... Enfin, on a tous eu ce truc où au bureau, on n'a pas grand-chose à faire et tout, mais tu sais, t'as 3-4 tâches. Moi, vraiment, j'ai 3-4 tâches, je vais les faire la matinée, et après, j'ai l'après-midi de libre. Mais au travail, tu peux pas faire ça. Donc en vrai, tu vas l'étaler ton truc un peu, tu vois. Parce que, voilà... Il faut bien que tu partes à l'horaire. Faut que tu partes à l'horaire et tout. Personne va te dire, t'as fini ton travail, rentre chez toi. Là, c'est vrai qu'en vrai, dès que je finis, en général, franchement, je me lève vers 8h. Vers midi, 13h, en vrai, j'arrive à avoir fini. Je mange, et puis après, l'après-midi, c'est plus free. Après, je vais traiter de la commande, tu vois, mais j'aurai plus le truc d'être sur l'ordinateur. J'essaie en général de plus être sur l'ordinateur l'après-midi. Voilà. Moi, je t'ai connue à travers la musique. T'avais collaboré avec un artiste lillois qui s'appelle Blackout. D'ailleurs, j'adore ce morceau qui s'appelle La Distance, que je vous recommande d'aller écouter. Qu'est-ce que représente la musique pour toi? Quel rôle joue-t-elle dans ta vie? Je te pose cette question parce que j'ai l'impression que c'est une part importante de ton histoire, mais qui pourtant peut-être fait déjà partie du passé, je ne sais pas. Et voilà, et je trouve... j'ai envie de savoir quelle place la musique a dans ta vie aujourd'hui. Moi, je pense que la musique, ça a été beaucoup un doudou pour moi. J'adore. Ouais, c'est vraiment c'est la chose qui toute ma vie m'a accompagnée. Tu vois, j'ai toujours mon studio qui est là, que tu as filmé, que tu as vu. Mon studio, il est là, tout voilà. C'est des trucs dont je me verrai jamais me séparer. Et pourtant, je n'y touche quasiment plus, tu vois. Et en fait, parce que c'est marrant, mais je me sens plus... En fait, la musique, ça a été vraiment ce qui m'a permis de traverser des moments difficiles. Et donc, c'est dans ça que je dis que c'est un doudou, c'est que c'est quelque chose qui m'a rassurée. C'est quelque chose qui m'a permis de ne pas me sentir seule, etc. Et en fait, j'ai compris au fur et à mesure du temps que plus j'allais bien, moins je créais de la musique. Tu vois, moins j'écrivais, parce que moi, mes textes sont quand même très sombres, sont quand même très tristes. Et en fait, je me rendais compte, je l'ai compris quand même il y a quelques années, que j'ai beaucoup de mal dans mes chansons à parler de moments joyeux, à parler de... C'est pas ma plume, c'est pas ce qui me permet d'aller chercher les sonorités que j'aime, en tout cas. Quand je vais créer des choses avec un peu plus de joie, j'ai essayé, hein, j'ai plein de fois essayé, et franchement, c'est pas ma plume, c'est pas... il y a un truc qui se passe pas. C'est pas toi, c'est pas moi, ADN, tu vois. En tout cas, c'est pas mon ADN musical, tu vois. Okay. Et je pense que j'ai plus de pudeur en plus sur, je pense, mes moments de joie et tout, que sur mes moments de peine. Je sais pas, il y a un truc assez universel, en fait, je trouve, en tout cas dans les peines, même si dans les joies aussi. Hein. Nous-mêmes, quand on écoute des musiques, c'est souvent quand même on écoute de la musique quand on n'est pas super bien, ou en tout cas quand on relate à des paroles.
moi, tu regardes mes playlists, quoique maintenant ça a un peu changé, j'ai un peu plus de chansons un peu plus joyeuses, mais en tout cas j'ai longtemps été dans ce cycle-là, dans des musiques tristes, à écouter de la musique triste et à écrire de la musique triste. Bah, le cerveau est comme ça, de toute façon tu crées des automatismes. Si pendant 10 ans t'écris des chansons tristes, tu vas pas te lever la 11e année, et... enfin il y a peut-être des miracles comme ça, mais voilà. La musique elle est là, et elle me rappelle beaucoup de souvenirs, je sais que chaque musique c'est un souvenir, chaque musique elle a une histoire, et je sais exactement la retracer. Quand tu dis que ça appartient au passé, il y a une énorme part de... C'est très vrai, parce que j'ai plus besoin de ce doudou-là, tu vois, j'ai plus besoin de... Ça a été super dur à accepter pour moi, parce que justement, bah, même justement, tous mes projets autour de ma marque, de Moon to Care, j'en parlais pas sur mes réseaux, en fait, principaux, enfin, de musique au début. Donc, parfois, je partageais un petit post, mais tu comprenais pas forcément que c'était ma marque. Il y a beaucoup de gens... mais vraiment longtemps après qui me disaient mais c'était toi qui faisais les produits, c'est toi qui fais les cartes. Il y a plein de gens qui ont mis hyper longtemps à comprendre. Je le mettais pas dans ma bio, je le mettais pas en avant, pas du tout. Et en fait c'est quand j'ai commencé à accepter ce switch, en fait accepter à faire aussi peut-être le deuil d'une certaine période de ma vie, voilà, d'une étape, et aussi le deuil de certains rêves d'enfant, tu vois, parce qu'en fait ça devient ton identité. Moi je suis arrivée sur mes réseaux sociaux comme Sunshine, puis qui est devenue Sunshine Harmony, et c'était la musicienne, c'était l'artiste, c'était la chanteuse, c'était la productrice, etc. Et en fait il y a un moment donné où tu te dis mais en fait est-ce que j'annule tout, est-ce que tu vois, j'ai eu des espèces de crises existentielles, parce que moi j'avais pas envie d'exister sur les réseaux sociaux avec une autre identité, parce que mon pseudonyme avec mon prénom, tu vois, moi j'étais, en plus je suis vraiment dans un délire d'anonymisation sur plein de domaines, tu vois. Je pense que c'est important de respecter sa vie privée et tout, donc j'avais ce truc où Sunshine Harmony, ça me mettait une espèce de distance. Et en fait, donc il y a eu cette question. Je me suis dit, mais si tu changes tout, là, si tu pars 100% par exemple sur ta marque, est-ce que tu recommences tout? Est-ce que tu changes d'arrobase, etc. Bah, je me suis dit, mais te prends pas tant la tête que ça, tu vois. Ça va pas être si voilà, procédurier, on va pas faire un process de fou. Enfin, après, c'était peut-être une étape par laquelle tu étais obligée de passer aussi. Exactement, qu'il fallait franchement. Accepter et qu'il fallait traverser comme. Totalement. Mais ouais, il y a eu plein d'étapes. Hein. Il y a des moments où je me suis dit, mais si, la musique, c'est totalement ça. Et forcément, en fait, je crée, tu vois, il y a des moments là, dernièrement, j'ai créé 2-3 trucs, mais j'ai plus même rapport au partage, je pense, de ma musique. Et aujourd'hui, j'aime partager des moments, en fait, avec les gens, mais ne pas être... en fait, la musique, elle m'a créé beaucoup de distance avec les humains, avec les autres humains. Pourquoi? Parce que, en fait, ce que j'expliquais souvent, et parfois j'en parle et tout quand je joue au jeu avec les gens, c'est que en fait, quand je joue avec quelqu'un, je suis totalement au même niveau que la personne, tu vois. On va faire le même nombre de cartes, la personne va me raconter son histoire et je vais lui raconter la mienne. Quand quelqu'un écoute ma musique, quand quelqu'un vient à mon concert, il écoute mon histoire à moi sans cesse, tu vois. Et il n'y a pas l'échange. Il n'y a pas l'échange. La réciprocité. Totalement. Et en fait, j'en ai hyper souffert sans m'en rendre compte, en fait, au début. Mais je me rendais compte que je me sentais hyper seule. Et c'est un truc qui revient beaucoup dans la musique. Beaucoup d'artistes, surtout quand ils montent, plus il y a de monde à leur concert, plus il y a de monde qui les stream, plus ils se sentent seuls. Mais parce que c'est humainement, pour moi, pas super sain d'être toujours dans un truc qui est que dans un sens, tu vois. Alors il y a toujours ce truc où l'artiste il va dire ouais, vous m'apportez beaucoup, etc. Oui, bon, ok, ils t'apportent peut-être de la présence, de la reconnaissance, etc. Mais leur histoire à eux. Et tu vois, il n'y a pas un échange. Et quand je joue, honnêtement, quand je fais mes événements, quand je joue avec les gens, quand je fais mon SAV, etc., bah, je me sens pas plus humaine. Je me suis jamais sentie plus humaine que là, tu vois. Parce qu'il y a ce truc où on est tous au même niveau. Il n'y a pas d'histoire d'idolâtrie, même si je ne veux pas dire que j'ai été idolâtrée, mais forcément, quand tu te rentres dans ce chemin artistique et que tu commences à avoir des gens qui vont peut-être même idéaliser ton vécu, etc., moi, je voulais pas être dans ça. Le jeu permet aussi d'humaniser déjà à la base les gens autour de toi. Alors moi ça m'a encore plus mis un coup de boost sur ça, parce que je trouve que ça a guéri ce petit manque là que j'avais d'entendre aussi les parcours des autres et de parler aussi avec les autres, et juste d'arriver en tant qu'Aude, tu vois. J'en avais marre franchement, moi y a rien qui m'a plus gavé dans ma vie que d'arriver dans des endroits et qu'on dise ouais Sunshine, tu vois. Parce qu'en fait, t'as des moments où t'es là, j'ai pas que ma musique aussi, tu vois, genre, je fais plein d'autres trucs et je renie pas la partie musique, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis très vite rendu compte que, ouais, ça a été un masque pendant un moment, j'ai eu besoin de parler de certains sujets, ça a été mon doudou, j'ai eu besoin de sortir plein de trucs de moi, et si je l'avais pas fait, franchement, je serais peut-être pas là,
Mais par contre, aujourd'hui, mais j'ai d'autres processus. Et en plus, aujourd'hui, j'arrive à m'exprimer en fait avec mes mots. J'arrive à parler alors qu'avant, j'arrivais pas à parler. Donc tout ce que je vivais, je devais le mettre en chanson. C'était le seul moyen de m'exprimer. Mais maintenant que je sais m'exprimer, en fait, il y a plus ce truc de... Tu sais, ma plume, elle était presque... J'avais un trop plein à chaque fois, tu vois. J'étais obligée de le sortir d'une manière ou d'une autre. J'avais personne. Mais maintenant que je me sens super entourée et tout, enfin, je me dis, bah... Ouais, je vais écrire quoi. T'as plus besoin vraiment de ce moyen de communication. Non, ouais, en fait. Non. Okay. C'est pas un truc qui va me libérer alors qu'avant ça me libérait, tu vois, genre je ressens plus la même sensation, et cette sensation de libération, c'est le truc qui te fait refaire parce que ça te fait du bien, c'est comme une drogue, hein. C'est ce truc où quand tous les drogués vont te décrire ça, le moment où tu te sens au pic et tout, t'es là quand t'écris, quand tu composes. J'avais ça. Maintenant quand je le fais, j'ai pas ça, tu vois, je vais écouter, ça va être sympa et tout, mais franchement je vais pas me dire, franchement quand je faisais beaucoup de musique, je me disais mais cette chanson elle peut sauver le monde, tu vois, parce qu'en fait ce que j'écrivais et tout, je me disais mais il y a quelqu'un qui va se reconnaître et il va se dire purée mais elle est en train de dire ce que je suis en train de vivre et tout, et donc j'avais vraiment ce truc là. Et aujourd'hui de faire sentir les gens moins seuls aussi dans leur bah c'est ça que je me disais. Ouais, je me disais beaucoup ça. Mais je me suis rendu compte que ça peut isoler encore une fois de plus, tu vois. Mais il y a vraiment un truc qui revient, et on en reparlera peut-être plus en détail après, mais j'ai l'impression qu'avec ta musique, t'avais aussi... d'abord, c'est le principe de communiquer, d'exprimer ses sentiments, et d'un autre côté, de sauver les autres. Et là, avec ton jeu, j'ai l'impression qu'il y a un aspect aussi de... Ah, mais totalement, c'est la même continuité, hein. C'est vraiment le même esprit dans les deux. Enfin, il y a une base qui est vraiment pareille, qui est de... Parce que quand je faisais de la musique, oui, en fait, à partir du moment où je la mettais en ligne, c'était pour les autres. Et c'était vraiment dans ce truc de je veux que les gens ils puissent se dire qu'ils sont pas seuls à vivre un truc. Mais le problème, c'est que tout le monde va pas lire tes paroles, tout le monde va pas exactement comprendre ce que tu essaies de dire, va pas comprendre tes métaphores, etc. Donc bon, du coup, ouais, c'est vrai que dans le jeu, il y a un truc plus, plus terre à terre, plus, ok, là, on rentre dans le vif du sujet. Mais oui, c'est cette même ligne qui est prise. Ouais. Le jeu Moon to Care que tu as créé cette année, je trouve personnellement, après y avoir joué une première fois avec une amie très proche qui est d'ailleurs l'invitée du premier épisode du podcast, Erika, puis une deuxième fois avec mon père et ma sœur, je peux attester, en tout cas tout du moins c'est ce que j'ai ressenti moi, que ton jeu permet de rencontrer une personne une deuxième fois. Peu importe le lien, la proximité, la relation, il y a dans ce jeu des questions hyper intéressantes qu'on n'ose pas forcément poser ou qui ne viennent pas à l'esprit directement, et ça crée des discussions profondes et bienveillantes. Déjà, ça me tenait à cœur d'être remerciée pour ça. Et il faut le dire, quand il y a des belles choses comme ça qui sont créées par une personne aussi lumineuse, bienveillante, ça fait tellement chaud au cœur, et je pense que ça va aider énormément de personnes. Donc merci pour ça. Franchement, merci à toi. Hein. C'est... Ouais, je suis déjà émue là. Mais c'est sincère vraiment. Et de toute façon, c'est important de dire les choses parce qu'en France, je trouve que... Moi, c'est mon avis personnel, mais j'ai l'impression que quand il y a des choses négatives, on va pas gêner pour le dire. Mais quand il y a quelqu'un qui réussit à faire quelque chose de bien, de bon... Ouais, on n'entend pas des masses. Il n'y a pas la reconnaissance derrière. Après, c'est l'humain. C'est le début. Et puis après, moi, je me dis souvent c'est le début, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'avec Moon to Care, comparé à la musique, il y a quand même... Enfin, tu vois, quand t'écoutes une musique et que t'aimes bien, tu le dis pas toujours à l'artiste. Parce que tu te dis, il doit recevoir plein de messages, ou tu te dis, je veux pas déranger. Enfin, tu trouves un tas de trucs où parfois tu te dis, bon, bah, j'ai pas envie. Enfin, bon. Et franchement, le jeu, je trouve quand même qu'après la première partie, très souvent, je reçois un petit message, un petit, tu vois, un petit résumé, un petit avis, un petit... Et donc ça, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que... Et c'est pour ça que je veux garder ce truc humain ou rester proche quand même des gens sur ce point-là. Mais c'est vrai que, ouais, là, ça fait toujours plaisir. Et tu me l'avais dit, même après t'es partie. Enfin, c'est vraiment... je trouve que ça moi, c'est la partie avec mon père qui a marqué de façon, tu le sais. Hein, oui. Et du coup, moi, je me demandais quel était ton objectif premier de ce jeu. Est-ce que c'était la bienveillance ? Est-ce que c'était créer des liens ? Est-ce que c'était tester aussi, pourquoi pas, les relations, et plus précisément les relations de couple, puisque tu as des questions vraiment intimes que tu peux poser à des amis, mais je pense qu'en couple, ça résonne encore plus, en tout cas d'une autre manière. Donc c'était quoi vraiment l'objectif premier, même s'il y en a sûrement plusieurs,
Mais le cœur du projet, qu'est-ce que c'était? L'histoire du jeu, elle est assez folle parce que c'était pas du tout prévu. Enfin, moi, je suis pas arrivée en mode business plan, j'y réfléchis depuis 6 ans, même 1 an, même... Ah non, pas du tout. Alors moi, comme je t'expliquais, t'as fait ton SWOT, t'as fait bah alors là, c'est comme un peu, c'est que moi j'ai fait tout ça après. En fait, en le faisant après, tu t'es là, bah ouais, bah, je fais déjà ça, enfin, je sais déjà et tout. Et c'est trop marrant parce que vu que j'ai... Bah, je vais t'expliquer comment j'ai lancé le truc, mais j'ai fait tout à l'envers, moi. Mais du coup, et ça marche. C'est ça qui est marrant. Et je pense que parfois, faut pas trop réfléchir. Et moi, j'ai toujours eu ce truc-là, même dans la musique. Quand je faisais une chanson, je l'enregistrais une seule fois. Je la publiais très souvent dans les 24 heures. Enfin, il n'y avait jamais des histoires de... Je réfléchissais jamais. 90% de mes chansons qui sont en ligne n'ont jamais passé quelques semaines, quelques mois dans mon ordi, dans un disque... Non, non, moi sinon je me démotive direct. Hein. Les seules qui ont eu ça, c'est celles qui ont été clippées. Ouais. Parce que justement, et notamment la dernière, et je t'en parlerai, mais c'est vrai que moi, les sons, c'est du 24 heures, 48 heures hein, pour la plupart. Hein. J'écris, j'enregistre et je le poste le lendemain, max. Et je fais la cover, je fais tout le truc et voilà, et après on n'en parle plus. Parce que sinon, moi, ça me dégoûte. Genre, je peux pas réécouter. C'est incroyable, mais tu sais que t'es la première artiste à me dire ça. Ah ouais, je c'est ne peux vraiment pas. J'ai un dégoût de réécouter. Enfin, pas genre mon son en mode c'est moi et tout, mais genre. Dégoût, carrément. En fait, ça, dans mes souvenirs, en fait, si je gardais un son plus de 2-3 jours dans mon ordi ou quoi, ça voulait dire pour moi qu'il était pas ouf. Enfin, parce que dans mon process à moi, parce que je savais que dans mon process, moi, en fait, si je me disais le son est incroyable, j'avais ce truc de me dire il faut que je le partage direct avec les gens. Et j'ai eu ça en fait avec le jeu parce que en gros, du coup, je sortais d'une petite relation. Enfin, petite relation, ce qui est important, c'est que à la fin, elle a créé une énorme question existentielle, enfin, même plusieurs. Mais je me suis dit, qu'est-ce que j'ai loupé comme information? Et en fait, je me suis dit, en fait, t'es avec quelqu'un au quotidien, tu penses que tout se passe bien et tout. Et en fait, en vrai, tout peut switcher du jour au lendemain. À ce moment-là, quand je me suis dit ça, je me suis dit, mais ça a créé un truc, un vide en moi. Je me suis dit, mais c'est de la folie quand même. Et donc, moi, comme toute ma vie, c'est de résoudre un petit peu les problèmes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait faire qu'au quotidien, mensuellement, tout au long de la vie que tu as avec une personne, que ce soit, bah là, pour le coup, c'était un amoureux, mais peu importe la relation, qu'est-ce qui fait que tu peux checker, faire des checks? Est-ce qu'on pense toujours pareil? Parce que, en fait, c'est l'histoire de plein de relations finalement. Et c'est à un moment donné, tu te rends compte de ça. Tu te dis, mais en fait, c'est pas que moi. Donc, il faut trouver un truc. Et donc, j'ai commencé à écrire des questions, littéralement 24 ou 48 heures après ma rupture. Hein. Genre, la spontanéité. Moi, je suis obligée. C'est toi, hein. La spontanéité, c'est vraiment ce qui te Mais parce qu'en fait, ça me fait souffrir. Tu vois, comme la musique, de le garder dans mon disque dur, dans machin, quand je dis que ça me dégoûte, c'est que ça me fait souffrir, en fait. Moi, je crois que ça crée une souffrance pour moi de rester à ne rien faire, alors que je pourrais être en train de chercher, une solution, la mettre en place, tu vois. Parce que vraiment, ce que je disais à mon copain avant, c'était j'ai une intolérance à la souffrance. Et en fait, quand tu comprends ça, tu fais en sorte de ne plus subir et en fait, t'es obligé de toujours sortir du truc, tu vois. Mais t'as le temps de process Beaucoup de gens me demandent ça. Ça, c'est un truc qu'on me demande beaucoup. Qu'on m'a demandé d'ailleurs, notamment par rapport à cette relation-là. Et en fait, avec le temps, j'ai compris que tu pouvais process aussi en faisant. Tu vois, comme quand tu crées une musique, tu vois. Moi, quand je vivais des trucs avant un peu durs, comment je processais moi le truc, c'était en créant de la musique. Et donc, en vrai, en créant le jeu, ça m'a fait process le truc parce que déjà, quand j'ai écrit les questions, c'est aussi se questionner sur, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pas su? Et qu'est-ce que j'ai envie de savoir pour les prochaines? Après, c'est super intéressant et je ne te juge pas du tout dans ta manière de process puisque chacun a sa façon. Mais c'est vraiment impressionnant la façon dont tu le fais toi. Du fait qu'il y ait cette limite hyperactivité et le besoin de faire des choses pour processer cette souffrance ou les épreuves que tu... Non, c'est clair. Parce que honnêtement, je sais que je pourrais pas dormir en fait, vraiment ce truc de... Parce qu'en fait, comme tout le monde, on a tous connu la souffrance. La souffrance qui te met dans le lit, qui te fait la boule au ventre, qui te fait chialer des jours et des jours, qui te donne plus faim, qui te donne plus envie de ça. Et en fait, quand je dis que j'ai une intolérance en fait, je sais tellement ce que c'est que aujourd'hui que je sais qu'en vrai j'ai la petite étincelle pour pouvoir me sortir du truc, je ne la néglige plus du tout. En fait, je pense, voilà, je la saisis. Avant, quand j'étais pas sûre d'avoir cette étincelle et quand tu vois que tout s'effondre, bon bah tu te dis bah de toute façon je vais aller jusqu'au bout en fait, tu vas continuer à creuser ton trou. Mais quand tu connais déjà ton processus
et que tu sais qu'en fait, si tu te mets dans ce canapé à chialer, tu vas jamais t'arrêter. Et dans tous les cas, soit t'attends 6 mois et ça va. En fait, tu sais qu'elle est là. Tu vois, moi, il y a vraiment ce truc Pourquoi de je sais qu'elle est tu là. remontes des choses aussi comme ça, profondes? Ouais, parce que je suis passée par là, tu vois. Et vraiment. Bienvenue au club, Voilà, bienvenue au club des humains. Voilà. Et donc voilà, je sors de cette relation. Et voilà, 48 heures après, je suis là à faire les questions que je mets après sur des cartes aussi dans la même journée. Et je crois que le lendemain, grand max, mais peut-être même le soir même, je trouve un premier fournisseur et je commande le prototype. Donc le prototype, vrai que je reçois sous 2-3 semaines, je crois. Et donc après, je vais à Bruxelles. C'est là que tout se passe. Tu sais que c'est cette ville. C'est là que tout se passe. Cette ville, non, elle mais est vraiment, incroyable. Vraiment. Et Gros shout out à Leitou et à Inès, ma cousine. Parce que Leitou, c'est la première personne avec qui j'ai joué. Ce qui est marrant, c'est que c'est un anglophone. C'est la première personne avec qui j'ai joué. Et c'était une partie assez incroyable parce qu'elle a duré 3h30. Personne que je ne connaissais pas du tout avant de commencer cette partie. Incroyable. Je connaissais pas son prénom, je connaissais pas son origine, d'où il venait et tout. Et donc on a joué. Et on a parlé toute la nuit. Enfin, genre, je pense que peut-être on a commencé à parler genre vers 22h et voilà, genre, on a joué 3h30 littéralement. Après les 3h30, on a continué de parler. Tu vois, le jeu a duré 3h30, mais après on a continué de parler parce qu'on était choqués. Et en fait, on savait même pas comment arrêter la conversation parce qu'en fait, on était littéralement, désolé du terme, sur le cul, tu vois. Genre vraiment, on était là, mais qu'est-ce qui vient de se passer? On vient de raconter littéralement toute notre vie. Il est quelle heure? On est en quelle année? Oui. On est où? En fait, tu te dis, je viens de raconter toute ma vie à l'inconnu, littéralement toute ma vie, des choses que personne ne connaît. Enfin, littéralement, à la fin, je me dis, je connais des trucs que personne de son côté ne doit connaître, je pense, et vice versa. Tu vois, tu connais les questions du jeu, donc tu sais à quel point c'est profond, bien et tu joues avec quelqu'un que tu connais pas. Et donc on était assez choqués. Et ma petite cousine était là pendant toute la scène. Et elle m'a dit... Déjà, elle m'a dit j'en veux un. Direct, elle m'a dit tu m'en fais un. Je sais pas, tu te débrouilles et tout. Et j'étais là dans ma tête, je disais c'est ouf parce que là, je pensais en faire 20. Tu vois, au début, je me suis dit t'en commandes 20. Et donc, lui, pareil et tout. Il me dit ouais, c'était incroyable et tout. Je t'en prendrai un aussi. Si tu le fais. Et puis j'ai partagé l'expérience avec 2-3 personnes et tout. Et puis pareil, en fait, à chaque fois déjà, juste que je parlais du concept, les gens me disaient, ils achetaient déjà le concept, tu vois, ils me disaient, ok, ouais, moi je prends et tout, j'en veux un et tout. Donc j'avais fait une petite liste. Et quand j'ai vu que sur ma liste, j'avais 20 personnes qui étaient chaudes, bah j'ai fait ma première commande. Puis après, j'en avais eu 40, donc j'en ai repris 40. Et puis après, il y en a eu 100, donc j'en ai pris 100. Et puis là, du coup, là, on est sur des stocks un peu plus gros et tout. Et voilà, bah, c'est parti de ça. Et franchement, je m'attarde même plus. Avant, je parlais beaucoup de la partie sur la trahison de l'ex et tout, mais en vrai, c'est un truc qui arrive à tout le monde. Je banalise pas le truc, mais bon, je me dis, voilà. En fait, ça n'a plus de rapport avec moi, tu vois. Mais moi, je peux choisir maintenant d'avoir des outils et vraiment, en fait, je le vends comme un jeu, mais quand les gens l'ont, je leur chuchote à l'oreille, c'est un outil en vrai. C'est outil une thérapie. C'est une thérapie. Clairement. Mais bon, je sais pas si j'ai le droit d'utiliser ce terme, donc je leur dis c'est un outil. Moi, je l'utilise. J'en ai rien à foutre. Tu vas regarder si c'est une mini-thérapie. Voilà. Une mini-thérapie, c'est une introduction à la thérapie. Non, mais franchement, en vrai, c'est une thérapie de couple. Enfin, pour les gens en couple qui ont joué, mais les retours qu'ils me font, c'est une thérapie de couple pour 20 balles. Tu vois, genre le truc qui beaucoup moins cher que sur le marché. C'est beaucoup moins cher que sur le marché. En plus, regarde, tu parles 4 heures, on va dire 3h30, 4 heures avec le jeu. Ça veut dire peut-être 4 séances de thérapie de couple. Combien t'aurais investi pour parler de tout ça? Bah déjà, il y a 3 chiffres minimum. Tu vois, donc franchement, moi je dis aux gens, c'est les 20 € les mieux investis de votre vie. Il y a trop de gens qui m'ont dit, il y a des couples, mais il y a tellement de couples qui sont formés. Toutes les semaines, j'ai un petit message, un petit oui, j'ai joué avec mon meilleur ami et trucs, j'ai joué avec un date Tinder et machin. Tiens, donc t'es là, en vrai. Les 20 balles, tu les oublies tellement vite. C'est un truc, c'est... Moi, si je l'avais pas fait, j'aurais voulu l'avoir, tu vois. Et c'est pour ça qu'en vrai, je l'ai fait. Parce qu'en vrai, quand je sortais de ma relation, je me disais, moi, j'ai pas envie que ce truc-là, ça me laisse une séquelle de cœur brisé, machin. Je l'ai déjà eu. En fait, tu sais, à un moment donné, tu sais, t'as vécu certaines expériences vers genre 18, 19, 20 ans, quand t'es une meuf, souvent, les premiers amours, machin truc, t'as eu le cœur brisé, parfois. Ok. Moi, franchement, là, quand j'ai eu la deuxième fois, je me suis dit, Aude... Ça suffit. Stop, tu vois. Non. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, j'ai réagi vite, parce que en fait, j'ai réagi comme si je me voyais en dehors de mon corps et que je me suis dit non, tu ne nous fais pas une 2014-2015, tu vois. Je te jure que c'est incroyable ce que tu dis parce que ça résonne tellement en moi. Et je sais. Et tu le sais, moi, l'année dernière, j'ai eu du coup la deuxième séparation. C'était la deuxième fois que j'étais en couple avec quelqu'un. Et comme toi, en fait, moi, je me suis dit, j'en ai marre de souffrir. Ouais. Mais comme toi, tu vois, moi, je sais que j'ai besoin de ressentir la souffrance. Je sais qu'il y a des chansons qui vont émerger de ça. Et donc, ça fait écho aussi avec toi. Totalement. Ce que t'écrivais. Et moi, j'ai commencé une thérapie. J'ai recommencé parce que j'en avais déjà eu, vu que j'ai vécu des choses très difficiles et dures. Et pour que je survive, il fallait que j'aille voir des thérapeutes avant. Bien sûr. Mais du coup, j'ai recommencé une thérapie. Bon, déjà, je vous recommande, pour moi,
tout le monde devrait voir un psy. Au Ah moins, oui. vraiment le minimum, oui. ça serait une fois par an, mais je pense qu'une fois par mois, Ouais. ça peut faire du bien Ah à oui. tout le monde. Totalement. Peu importe la vie qu'on mène, peu importe le milieu, Faire un etc. bilan, parce que parfois on a des trucs enfouis, on s'en rend même pas compte. Bien quoi. sûr. Et bon, après, je sais que c'est un coût. Ouais. Il y a certains psys qui font toujours les premières séances gratuites, Exact. etc. Il y a des choses qui sont mises en place, donc vraiment, si vous hésitez quand déjà... on peut, en tout cas, c'est un truc à faire, tu vois. Autant Exactement. quand on n'a pas les moyens, je comprends totalement cet argument de, moi j'ai pas le budget et tout, mais dès qu'on peut, franchement, moi là, c'est là que je comprends pas. Ouais. Parce que c'est vrai que je me dis, ah ouais, là, il y a un truc à... Mais il y a un imaginaire autour de la psychologie qui est Bien particulier, hein, qui est la folie, alors que rien à voir, quoi. Mais... Je suis totalement d'accord avec toi, mais ce que je trouve bien, c'est que je trouve déjà notre génération... Et les générations en dessous, je trouve qu'il y a vraiment... le truc, on peut critiquer les jeunes, mais on a quand même cette ouverture-là. Et j'ai l'impression... Après, c'est peut-être sûrement en lien avec les personnes qui m'entourent. Bien sûr, ça joue. Mais il y a le truc de... Faut que tu ailles consulter si t'en as besoin. C'est ok d'y aller. C'est même très bien. C'est une façon de prendre soin de toi. Totalement. Et tu t'es en train de te chouchouter, en fait, parce que tu vas aller régler tu vas essayer de guérir tes traumas. En les guérissant, ça va te permettre de vivre une vie un peu plus paisible et plus saine, et des relations plus saines et plus paisibles. Tout ce qu'on demande. Exactement. Et voilà, en fait, ça m'a fait écho là quand tu m'as dit, ouais, du coup, c'était ta deuxième séparation, on a à peu près le même âge, et du coup, ça m'a vraiment fait écho en me disant, moi, il y a eu une tromperie. Et ça m'a fait énormément souffrir, mais je sais pas d'où est venue cette force-là. Mais déjà, j'ai réussi à dire non. On se remettra pas ensemble, malgré... L'amour et... Enfin, toi... Malgré... En fait, je sais pas si je peux te dire l'amour, parce que dès que j'ai appris ça je l'ai appris d'une façon très trash. Donc, je vous ferai pas des dessins, mais... Le coucou ma belle, on l'a reçu. Avec des captures d'écran. Et il n'y avait pas que du texte, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est le truc violent, quoi. C'est la façon dure. Choc, choc émotionnel. Bien sûr. Moi, en fait, il y a eu le dégoût qui est passé tout de suite. L'amour, il est parti. L'amour, il est parti, même quand on s'est revus et que du coup, on s'est quitté entre guillemets officiellement. L'amour, il est complètement parti. D'ailleurs, j'étais étonnée de moi-même parce que je suis une personne qui donne énormément d'amour. Et j'ai eu, comme toi, ce moment de me dire, en fait, non, c'est fini ça. C'est ça. En fait, c'est fini. Être maltraitée, ne pas respecter mes limites, faire le strict minimum et parfois ne même pas faire le strict minimum, aimer une personne qui fait ça, mais non, mais je mérite mieux. Et il y a plein de personnes qui te disent toujours tu mérites mieux, mais une fois que toi tu te dis non, mais en fait, non. Exactement. non, là je me traite pas bien, je prends pas soin de moi en étant avec une personne comme ça. Par contre, c'est dur. Ah oui. C'est dur, et puis ça demande déjà d'avoir réglé la partie dépendance affective, parce qu'en général, ce qui fait rester, quand il y a eu des trahisons, etc., c'est juste ce truc de, ok, la dépendance affective, je me suis habituée à cette personne, et j'ai l'impression que je ne peux pas vivre sans cette personne. C'est juste ça qui nous tue. Quand t'as compris qu'en fait, tu peux vivre absolument par toi-même, toute seule, et que c'est un plus d'avoir des personnes des personnes qui t'accompagnent sur ce chemin, et que ces personnes, elles doivent avoir une certaine qualité, tu vois, qu'elles doivent t'apporter du plus. En fait, tu peux vivre, mais tu t'es trop libre, en fait. Je te jure. Et t'as pas ça quand t'es plus jeune, je trouve. C'est très dur, enfin... Surtout quand t'es une femme, rare. je trouve. Et ça dépend de ton rapport aux hommes, mais c'est rare. Ouais. Mais j'ai ressenti ça, et je ressens ça maintenant. En fait, j'ai même plus envie de... Ça reviendra, mais j'ai plus envie de faire de date. Ça fait 1 an et demi qu'il y a rien, et ça ne me manque pas, alors que avant ça... J'aurais été malheureuse. Ouais, t'aurais voulu enchaîner et tout, tu sais, on a ce truc aussi. Oui, et puis là, on a 25 ans. On est dans la période où tout le monde a une vie super différente. J'ai plein de copines qui se mettent en couple et qui emménagent avec leurs copains, qui, ça y est, ont un appartement 2 pièces à Paris, le luxe. Le luxe total. Le luxe. La vie de rêve. Des personnes... J'ai mon premier mariage dans un an. Ouais, moi, ça a commencé, là. T'as des grossesses, des bébés, C'est ça. Les grossesses, moi, je compte même plus les personnes que je connais du bébés, collège, là, elles sont à leur 3e. C'est ça, pareil, il y en a qui les ont enchaînées. Ouais. Et je sais que moi, avant, j'avais du mal à me dire est-ce que j'existe parmi ces personnes-là. Aujourd'hui, je suis en mode bien sûr que j'existe. Et je suis fière et je suis bien comme ça. Je suis heureuse. C'est ça. C'est qu'en fait, il faut absolument idéaliser aucun lifestyle. Mais vraiment, si j'ai appris un truc, c'est ça. C'est que littéralement, tu peux avoir le lifestyle qui va avec toi, ta personnalité et tes aspirations et tes besoins. Mais honnêtement, le lifestyle de Pierre-Paul Jacques, ça sera pas forcément celui qui va avec ta personnalité, tes besoins, qui tu es, tu vois. Et parfois, tu vois, tu peux regarder la vie de, je sais pas, je dis au hasard, Kylie Jenner, qui est une multimillionnaire et tout.
Tu vas dire, ah, incroyable. Peut-être que ça va pas du tout avec ta personnalité et ce dont tu as besoin, en fait. Peut-être que tu as besoin de nature, peut-être que tu as besoin de famille, peut-être que tu as besoin d'avoir pas de caméra sur toi, parce qu'en fait, ça vient avec ça. Peut-être que tu as besoin d'un équilibre, d'une vie privée. Et ça aussi, je l'ai compris avec la musique, tu vois, le truc de quitter Il y avait aussi ce truc de me dire, est-ce que tu veux le lifestyle qui va avec le fait de devenir une superstar, tu vois. Parce qu'en vrai, moi, je me suis toujours dit, quand tu fais un truc, tu veux taper le haut. Tu veux pas faire un truc en bas, 10 personnes à ton concert et tout. En vrai, ton vrai rêve, c'est d'avoir une salle remplie. Mais est-ce que tu es prête à faire les sacrifices qui vont avec et avoir le lifestyle des gens qui font ça? Parce que la plupart des gens qui font ça, ils cherchent parfois à retourner à ton lifestyle à toi. Et pourquoi? Pose-toi les questions. Tu vois, est-ce que tu vas aller te bousiller sur un truc où t'es même pas sûr de vraiment vouloir cette vie-là? Non, bah je me suis dit non. J'ai l'impression qu'il y a ce rebond-là après une deuxième ou troisième rupture quand t'es au milieu de ta vingtaine, où il y a le truc de en fait ça suffit, je vais devenir une meilleure version de moi-même, même si j'accepte d'avoir vécu ça. À ce moment-là, je n'avais pas ces armes-là, je n'avais pas cette mentalité-là. Exact. Et c'est ok parce qu'il faut aussi faire la paix du coup avec son passé et de se dire c'est ok, on m'a trahi, on m'a trompé, on m'a pas respecté sur ce point-là, à ce moment-là, parce que je savais pas mettre les limites, parce que je savais pas comment les faire respecter, je savais pas comment partir à ce moment-là, mais c'est ok, parce qu'aujourd'hui, je suis là exactement où je dois être. Exactement. Et surtout, ça ne me définit pas. En fait, tu vois, le fait de... Souvent, tu sais, quand t'as été trompée, tu vois, on va dire ça, t'as été trompée, en fait, tu te définis presque comme ça, tu vois, ça devient presque... Tu sais, t'as presque l'impression que c'est marqué sur ton front, tu vois, a été trahi, parce qu'en plus, surtout, on va te demander, mais t'es plus avec truc, et pourquoi, et comment, et donc t'as l'impression que ça te renvoie toujours à cette identité-là, et tu te dis, mais en vrai, quand tu perds en plus confiance, tu te dis, t'as presque l'impression que tu vas attirer ça, enfin, en plus, on te met toujours dans un truc, dans cette société, de dire, tu attires ce que tu es, ce que tu machin, genre comme si les gens décidaient d'attirer, désolé, mais... une agression ou autre, tu vois, genre toute cette imaginaire autour de tu vas attirer, arrêtez de mettre de la responsabilité sur des victimes, il y a un moment donné, laissez les gens, merde, tu vois, la vie est déjà assez dure, tu vas pas dire à quelqu'un qui a déjà vécu une tromperie, peut-être parce que t'as attiré un truc, non. Donc il y a ce truc aussi de comprendre que un événement qui nous arrive ne nous définit pas, tu vois, tu peux... littéralement, on n'a que des exemples comme ça, en fait, dans le monde de gens qui, peut-être partent de rien, arrivent à un autre endroit, ont vécu le pire et deviennent les meilleures versions, etc. Tant que tu acceptes de ne pas te définir par des événements qui te sont arrivés, tu peux tout faire. Franchement, tu peux tout faire. Incroyable. Et tu peux tout vivre aussi. Oui, aussi. Pour revenir au jeu, t'organises aussi des dates, des soirées à thème, des petits goûters autour du jeu et du coup je me demandais si c'était important pour toi de faire vivre le jeu de cartes autrement qu'en le mettant entre guillemets simplement en vente parce que c'est un travail incroyable. Totalement. Et oui, du coup c'est important pour toi. Ouais, bah, comme je te disais, moi ma grosse problématique ça a été l'isolement. Et en fait dès que j'ai lancé le jeu, une des premières choses qui m'est revenue de certaines personnes c'était mais je sais pas avec qui je vais jouer. Et je te jure que même là, de redire ça, ça m'émeut parce que c'est quelque chose à chaque fois qui me brise le cœur. Quand quelqu'un me dit ton jeu il m'intéresse de fou, les gens ont l'air de trop s'amuser, les gens ont l'air de... Ils lisent les témoignages, ils me disent oh la chance, j'aimerais que ce soit moi, etc. Surtout quand ils lisent les gens qui se rencontrent ou qui se datent ou qui s'aiment et tout. Les couples qui se forment aussi. Exactement. Quand ils lisent ça et tout, je reçois toujours des trucs j'aimerais bien que ce soit moi et tout. Mais moi j'ai personne, mais moi... Et en fait, je me suis rendu compte à quel point on était une génération isolée. Tu vois, les réseaux sociaux nous ont isolés bizarrement. Et on a, encore une fois, et ça me ramène encore une fois à la musique, mais il y a ce truc où tu as des followers, tu as des gens qui écoutent, tu peux voir 1000 personnes qui t'écoutent, tu peux voir tes chiffres monter et te sentir extrêmement seul. Il y a des gens qui se foutent en l'air. Il y en a eu plein des artistes qui ont pas géré cette solitude-là, qui est totalement en contradiction avec le nombre de personnes qui te suivent et qui t'aiment, mais qui t'aiment pour quelle raison, tu vois. Donc j'ai directement eu ce truc de dire, bon bah écoutez, si vous pensez que personne ne va pouvoir jouer avec vous, bah moi je vais créer des événements et vous allez pouvoir jouer les uns avec les autres. Parce qu'en fait vous êtes plein à vous dire que personne veut ou peut jouer avec vous. C'est vraiment et c'est parti de ça, tu vois, c'est juste parti de ça. Et de rencontrer aussi les gens qui avaient acheté le jeu, je trouvais que c'était aussi leur rendre du respect, tu vois, parce que je pourrais jamais aussi bien expliquer le jeu aux gens qu'en leur parlant droit dans les yeux et qu'en leur disant que ça vient vraiment d'une expérience personnelle et que ça vient pas d'un truc où je me suis dit viens
tu capitalises sur les souffrances des gens, tu vois, ou sur la solitude du monde, tu vois. Non, franchement, moi, à la base, j'ai fait le truc pour moi, tu vois. Tu me vois en mai, j'étais pas Moon to Care, tu vois. Genre, mai, je vivais ma petite vie de... Non, j'étais pas dans ça, donc c'est juste que à un moment donné, tu te rends compte que ça peut littéralement aider les gens. Et quand tu le vois en action, en fait, bah, je me suis dit, ouais. Et donc, ouais, les événements, ça a été aussi un truc fou pour moi, quoi, de voir bah, même des couples se former sur place, de voir des gens rester potes, à chaque fin de truc, les gens qui s'échangent les numéros, les Insta, les machins. Tu vois, tu te dis, ah, je participe à ça, tu vois. Et donc ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Et je sais que ça leur fait aussi du bien aux gens, donc c'est un truc vraiment donnant-donnant. Et dans tout le process, c'est de me dire que c'est donnant-donnant. Parfois, t'achètes un truc et t'y trouves pas ton compte. Et moi, c'est ma hantise, ça. Tu vois, je me disais, au moins, les gens, ils ont pris du temps, ils sont allés sur mon site, ils ont regardé le truc, ils ont aimé le concept, ils sont venus aux événements. Et il faut que derrière, ils en aient pour leur argent, quoi. Je me disais ça. Et leur temps, surtout. Leur temps. Non, franchement, je trouve que c'est impressionnant. Et moi qui ai pu participer... au premier, au lancement. Oui, c'était vraiment chouette. Et ce que je trouve encore plus chouette, c'est que bah, du coup, tu as créé une communauté qui est bienveillante, qui est respectueuse. Et j'ai vraiment le sentiment que bah, voilà, chaque événement, c'est une safe place. Vraiment, il y a vraiment ce côté safe place. Parce qu'en fait, les gens, ils viennent avec des problématiques de fou et ils te racontent des vécus de fou. Franchement, avant, je me disais, je sais pas comment ils font les psys pour entendre des histoires tous les jours, des trucs parfois horribles et tout. Mais en fait, la communauté aide. Ce que je trouve difficile dans le psy, c'est que vous êtes deux et puis il reçoit. Il est même pas en plus dans l'échange parce que techniquement, lui, il partage pas avec toi. Mais c'est vrai que nous, on a ce truc, on est en communauté et t'as dit le bon terme. La communauté, vraiment, elle est guérie en vrai. On est tous ensemble, on est tous au même niveau. On échange, du coup il n'y a aucune honte parce qu'on sait que on va tous y répondre et on a sûrement tous déjà vécu ou on connaît quelqu'un qui a vécu le truc, donc ça nous rapproche directement, quoi. Il y a pas de tabou, on sait qu'on est déjà dans ce process tous ensemble, donc tu sais déjà, ouais, comme tu as dit, quand tu arrives c'est safe parce que les gens connaissent déjà le principe et ils vont pas venir et dire ouais, moi j'ai rien à dire, tu vois. Ça n'existe pas, sinon tu viens pas à Moon to Care, tu viens pas au Moon to Care Club. Du coup, dans le jeu, il y a une question sur les langages de l'amour. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce concept, il a été décrit et expliqué dans le livre de Gary Chapman, qui est un thérapeute relationnel américain, il me semble, et qui, selon lui, comporte 5 langages de l'amour, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Il y a même 2 nouveaux récemment, qui sont les actes de service et les actes de reconnaissance. Ok. Je trouve ça encore plus intéressant. Et chacun et chacune, on peut donner de l'amour avec un ou plusieurs langages, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qu'on attend et qu'on souhaite recevoir. Quels sont ou quel est le tien ? Bah moi, c'est vraiment en premier les moments de qualité. Et c'est pour ça que j'organise des événements. Je te jure, ça m'étonne tellement pas, je crois que c'est ça, toi. C'est vraiment, c'est très facile à voir chez moi. Parce que vraiment, il n'y a même pas de choses à dire de plus. C'est juste que j'adore passer des moments avec les gens. Et je l'ai compris aussi tardivement. Tu vois, moi, j'étais la fille qui pensait que j'étais solitaire. Alors, ok, j'ai un côté casanier, mais si je pouvais avoir 30 personnes chez moi, moi je serais super contente, tu vois. J'aime bien être dans des endroits cosy. Ton endroit est très cosy. Merci. Parce qu'on a la chance d'enregistrer chez toi et de toute façon, vous le verrez dans les teasers, mais j'adore et moi j'ai l'impression de me sentir dans un endroit paisible où il y a plein de plantes, plein d'objets de musique, stimulation créative, artistique et en même temps la le verre, l'oxygène. Ah non, c'est chouette. Non, mais en fait, j'emménage ce soir. Je l'ai pas dit. Allez, voilà l'appart que je cherche, c'est celui-là en fait. Mais donc moment de qualité en premier. Après, moi, paroles valorisantes, c'est vrai que ça me touche et je pense que j'en ai eu beaucoup besoin dans ma vie. Et tu sais, encore une fois, on revient à la musique, mais tu vois, quand t'as un personnage et quand tu fais de la musique, tu vas beaucoup avoir des compliments sur ta musique. Ou à la limite sur ta musique et ton apparence, tu vois. Mais quand tu crées d'autres types de choses, là pour le coup le jeu, mais en tout cas quand tu fais d'autres choses, quand tu rencontres des gens, quand tu prends le temps de créer des relations avec les gens, c'est vrai qu'en fait ils voient d'autres choses de ta personnalité et c'est cool. Parce que entendre le son il m'a plu et tout, c'est cool, mais en fait le son c'est déjà plus moi pour moi, tu vois, il est déjà sorti. Et c'est vrai que j'avais encore une fois ce truc qui me ramenait toujours au fait que j'avais l'impression d'être un espèce de, pas d'objet ou de produit, mais un truc qui n'était pas moi en tout cas, qui était à côté de moi. Et c'est l'ego en vrai, tu vois, il y a tout ce rapport un peu à l'alter ego et tout, et donc je me suis dit en fait sois un peu toi, et au moins les gens quand ils parleront de toi, ils parleront vraiment de toi, tu vois, ils parleront pas de Sunshine Harmony, l'artiste que j'ai
à qui j'ai parlé 10 minutes à une soirée et qui m'a dit qu'elle faisait du son, tu vois. Genre, je voulais être un peu plus. Et tu es beaucoup plus. Ouais, c'est ça. C'est vrai que. À un moment, ma bio sur les réseaux, avant ça, mais c'était artiste et plus que ça, tu vois. Parce que je me disais, mais ouais, creuser aussi chez les artistes. Ça. Creuser. Parce que même nous, de toute façon, on a tous des artistes qu'on aime, mais on sait pas qui ils sont en vrai. Bien sûr. Donc, ça, c'est bien vrai. Donc, les moments de qualité yes. et les paroles valorisantes. Ouais. Mais ça, du coup, c'est ce que tu souhaites recevoir ou ce que... Bah, c'est ce que je donne aussi, finalement. Ok. Après, donc, c'est les mêmes, en fait. Ouais, c'est les mêmes, moi. Parce que c'est vrai que, du coup, quand j'aime, je sais que, bah, du coup, je donne beaucoup de temps. Et j'essaie de valoriser au maximum. Ça, j'apprends aussi, tu vois. J'ai l'impression, moi, de l'avoir pas beaucoup reçu, les paroles valorisantes. Et du coup... même les données, c'est pas un automatisme. Du coup, je me sens un peu maladroite quand je le fais, mais je m'habitue à le faire parce que c'est vraiment un truc que je trouve incroyable à recevoir, donc j'ai envie de le donner. Mais par contre, je sais que ma vision aussi des langages de l'amour, c'est de m'adapter aussi à celle des gens avec qui on est, et si une personne si je comprends qu'une personne a besoin d'autre chose, bah je vais lui donner ce dont elle a besoin, quoi. Ça, j'ai pas de problème avec ça. C'est tellement intéressant. Et moi, j'adore parler des langages de l'amour. Ouais. C'est un de mes sujets. C'est quoi les tiens? Moi, je crois qu'il y a tout. T'as pas une dominante. C'est ça mon problème. Non, quand je regarde, moi je donne tout. Et j'aime bien tout recevoir en fait. Mais je pense que toi t'as beaucoup les paroles valorisantes. En tout cas, tu donnes beaucoup de paroles valorisantes. Ça, c'est un truc que dès le début et tout, t'as aucun problème avec ça. Et je trouve qu'en fait, les gens comme toi, ils libèrent beaucoup, justement, on parlait tout à l'heure du tabou, en France on ne dit pas forcément les choses, c'est quand t'es confronté à des gens qui le disent comme ça, qui disent quand ils aiment, en fait ça te fait un travail même sur toi-même parce que tu te rends compte en fait, on est on est en Île-de-France, on est dans des villes surpeuplées où on se regarde pas dans les yeux, mais c'est ça, on se regarde pas dans les yeux, on se parle très peu, et en fait moi littéralement j'ai grandi dans ça. Donc quand je suis confrontée à des gens qui ont des manières totalement différentes de vivre les choses, par exemple, c'est le cas de mon copain, tu vois, sur ça, on n'a pas les mêmes vécus, et c'est beau, en fait. Franchement, moi, ça m'a libérée de voir qu'en fait, il y a autre chose en dehors de Paris, tu vois, qu'il y a d'autres gens au dehors des Parisiens. Mais si vous saviez, les Parisiens, Parisiennes, tout ce qui existe... En dehors. Tu vois, parce que voyager, c'est pas ça, hein, tu vois, genre, c'est pas juste... c'est pas le week-end à Bruxelles, c'est pas les vacances à Marseille. Même s'il faut aller à Bruxelles. Il faut aller à Bruxelles, mais il faut aller aussi à Lille. Mais... Voilà. Ouais. Mais c'est pas le petit week-end, les petites vacances que tu vas passer quelque part. Et c'est vraiment en échangeant, en intégrant dans ton cercle d'amis des gens qui viennent pas du tout des mêmes horizons que toi, des mêmes coins que toi. Moi, ça a été une bénédiction, ça, tu vois, à partir de la fac, ou quand j'ai commencé à sortir de mon microcosme parisien, machin truc, et quand tu t'arrives à la fac, t'as des gens de partout, et quand tu fais cette démarche de t'ouvrir déjà, ne serait-ce qu'un tout petit peu, déjà, tu commences à capter que, waouh, franchement, moi, je plains les gens qui, de 0 à je sais pas quel âge, reste avec les mêmes gens, du même quartier, du même truc. T'apprends rien du tout. Ouais. Mais non, moi, quand je suis arrivée à Paris, ça va faire bientôt 3 ans. Moi, il faut savoir que je suis originaire de Lille, a.k.a. la meilleure ville de France. Voilà, ça c'est dit. Non, mais en fait, d'où mon amour pour les Belges aussi. Hein. Ouais. En fait, à Lille, moi, je trouve que la mentalité, elle se ressemble tellement... En tout cas, avec, on va dire, les Bruxellois, parce que la Belgique aussi, c'est un petit pays, mais il y a 3 langues, il y a 3-4 cultures différentes. Ouais, voilà. Mais Lille, alors oui, il pleut, effectivement, il fait un peu froid, mais les gens sont tellement chaleureux, et tu vois, il y avait ce truc de... Je vais revenir à la star du Nord, mais Danny Boone, dans un de ses films, je crois, il joue un haut placé, je crois qu'il est un grand architecte ou quoi. Il est parisien depuis plusieurs années et il est lillois de base. Et après, il s'est installé à Paris, il est devenu riche, architecte et tout. Et du coup, il retrouve son parler lillois, tu vois. Et on le voit dire bonjour à tous les employés de l'entreprise. Bonjour. Et c'est vrai que c'est un peu le cliché de nous dans le Nord, on dit bonjour à tout le monde. Mais je suis désolée, moi, on m'a appris à dire bonjour à mes voisins quand je les croise, à dire bonjour à la personne que je croise dans la même rue ou dans la même ruelle où j'habite. Dans l'ascenseur, dans les trucs comme ça. Dire bonjour à tous les gens qui travaillent au même étage que moi, que je croise, peu importe leur poste, tu vois. Moi, je vois bien des fois, là dans mon poste actuel, c'est pas le cas. Les gens disent bien bonjour aux personnes employées, comme par exemple les hommes et les femmes de ménage. Mais dans d'autres stages, on m'a tellement regardé genre en mode mais... Tu fais quoi?
Mais celle-là, elle dit bonjour vraiment à tout le monde, quoi. Puis t'en as qui te répondent pas et t'es là en mode bonjour. Bonjour, vous allez bien? Tu sais, tu continues toute seule la conversation, comme ça tu te rassures. Mais voilà. Et c'est vrai qu'à Paris, en fait, t'as cette froideur. Et quand tu déménages, que t'as pas habité à Paris, t'as toujours habité dans des endroits plutôt bienveillants et chaleureux. Ouais, ça fait bizarre. Je suis désolée, Paris a des côtés très positifs. C'est la capitale, il y a énormément de choses qui se passent. Des opportunités, des infrastructures folles. Mais tout ce qui est, tout ce qui est chaleur respect, humaine, bienveillance, c'est compliqué. Et les gens qui n'habitent pas Paris de base, c'est un choc. Il faut aussi préparer, tu vois, faut pas idéaliser Paris. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui idéalisent Paris, et notamment même les touristes, tu vois, quand tu vois comment même qu'il y a une maladie, tu sais, qui a été créée, tu sais, le syndrome des Chinois, je crois, qui viennent en France, qui viennent à Paris, tu vois, qui reviennent traumatisés parce que c'est pas la même chose du tout. Et en fait, moi je pense vraiment qu'il y a un truc vraiment sociologique où on est juste trop dans la ville, tu sais, on se marche dessus. Et humainement, moi personnellement, j'étais persuadée d'avoir une énorme anxiété sociale, tu vois, et je pense que je l'ai eu parce qu'en fait c'est ingérable. Depuis que t'es petit, t'as tout le temps des stimulations sonores, tu vois tout le temps des gens, tu vois de la misère, tu vois des gens énervés, tu vois des gens qui... C'est ingérable, t'es obligé de te couper, c'est brouillon, t'as même pas envie de parler aux gens, t'as même pas envie de dire le bonjour, tu vois, parce qu'il te prend déjà de l'énergie dans ta journée. Non mais tu sais que moi du coup j'ai changé. C'est sûr. Et là j'ai passé un mois à Lille, je suis revenue plus adoucie, ça fait 2 semaines que je suis rentrée, je suis déjà sur les nerfs, c'est en dingue. fait. Et il y a aussi le fait qu'on est des femmes, ouais. Et le nombre de personnes qui te regardent, bon après ça reste partout pareil, mais moi c'est vraiment à Paris, ça m'a choqué. Le regard de certains hommes, on va pas dire tous les hommes parce qu'on va nous tomber dessus, mais le regard de certains hommes, moi d'habitude avant, j'avais l'habitude quand tu marches dans la rue, bah, tu regardes un peu les gens, des fois tu souris, il y a des situations qui sont trop attendrissantes avec les enfants et tout, et moi je me sentais, de toute façon c'est simple, quand je suis arrivée à Paris, je pleurais quasiment toutes les semaines. Parce que je trouvais ça trop lourd. Je me suis jamais lavée autant de ma vie par jour. Et le regard de certains hommes... Ça t'a marqué. Mais en fait, c'est vrai que moi, depuis que je suis jeune, depuis que je suis ado, j'ai pris ce truc de ne jamais regarder les gens. Dans les transports et tout, tu sais, j'ai ces souvenirs, tu sais, de moi, ado et tout, qui allait à l'école et tout. Et tu sais, soit je regarde... droit devant moi et vraiment mon regard il peut toucher aucun œil, aucun regard alentour, soit je regardais le sol. Et du coup, c'est limite, j'ai pris un truc de. Tu sais, même, tu sais, ça te déforme au niveau du dos, tu sais, on te dit redresse-toi tout le temps et tout. Parce que littéralement, tu prends l'habitude de pas regarder. Parce qu'en fait, tu vois des trucs de fou. Surtout, moi, là où j'ai grandi dans le 18e. Il y avait beaucoup de pauvreté. Moi, j'habite dans un endroit où il y a beaucoup de prostitution aussi, beaucoup de drogue, beaucoup de machin. Et du coup, en fait, franchement, honnêtement, t'as pas envie de regarder les gens dans les yeux. T'as pas envie de... Je suis désolée, c'était là. Genre, t'as 15 ans, t'as 16 ans, t'as 14 ans, t'as 12 ans. Même, je suis arrivée, j'avais 8-9 ans. Honnêtement, tu regardes, tu fonces. De toute façon, on te dit, tu vas à l'école. Ok, Aude, tu vas tout droit, tu tournes. Tu regardes personne, tu parles à personne. Tu vois, il y a c'est pas tellement triste parce que moi, j'ai pas du tout... Tu vois, moi, j'ai pas du tout les mêmes souvenirs. J'ai le souvenir d'aller à l'école. C'est un chemin qu'on empruntait. T'as tout le monde qui part, qui prend le même chemin. T'as les oies sur le côté à qui tu donnes le pain de la veille, j'avais tu le vois. Périph', moi. Et tout le monde dit bonjour. Et tu mets 30 ans à rentrer chez toi parce que ton père, il parle avec tout le monde. Mais c'est genre, je sais pas, pour moi, c'est la base. Et moi, je comprends les gens qui viennent à Paris, qui déménagent ou qui viennent en voyage. C'est vraiment différent. Et les Parisiens n'ont pas toujours conscience de ça. Non. Ce que je peux comprendre, parce que quand t'as grandi avec ça, t'as pas connu autre chose. C'est ça. Non, mais quand tu te rends compte, c'est une claque. Hein. Et surtout, regarde, moi, pour sortir de ça, j'ai quand même dû beaucoup sortir des schémas un peu habituels, parisiens, de même des études que j'ai faites. J'aurais pu rester dans un certain microcosme, j'aurais pu rester dans un certain métier, certaines sphères, et j'aurais eu la même attitude, honnêtement. Parce qu'en fait, tu t'endurcis par rapport au monde dans lequel t'es et l'environnement. C'est l'environnement qui nous shape. C'est le fait d'avoir pris un énorme recul sur ce que j'attendais de la vie, etc., qui a fait qu'en fait, je me suis dit... Non, tu peux pas être insensibilisé comme ça parce qu'en fait, Paris te désensibilise. Humainement, c'est pas faisable, surtout quand t'es en pâte, de prendre autant d'énergie différente au quotidien, c'est un boulot. Hein. Ouais. Donc, franchement, moi, en fait, j'ai tourné le truc et je me suis dit, j'ai de la peine en vrai pour nous les Parisiens, tu vois, qui avons vu que ça, tu vois. Moi aussi, j'ai de la peine. Ouais, ça fait plus de peine qu'autre chose. Au début, tu sais, t'as un peu colère et tout. Et en vrai, je pense que c'est plus. Maintenant, j'ai de la tristesse. Tu vois, quand je vois certaines personnes et tout, genre, vraiment, ça me fait de la peine. Hein. Après, faut avoir l'argent, faut que la famille ait de l'argent, mais je trouve qu'à Paris, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux.
en termes d'activité artistique ou sportive. Ouais. Parce qu'en plus, il y a des alternatives. Et en même temps, quand je parle avec des Parisiens, je me dis, mais attends, t'as une liste d'attente de 5 ans. Comment c'est possible? Tu vas inscrire ton gosse au tennis, je sais pas, au club du coin, c'est impossible. Et je me dis, en fait, est-ce qu'il y a vraiment un avantage, tu vois? Et je sais qu'il faut jamais dire jamais, mais moi, je me suis toujours dit que si j'avais des enfants, jamais je les élèverais à Paris ou en région parisienne proche, tu vois. Quand tu vois que la crèche, t'as 2 ans d'attente minimum. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que en fait, ça y est, tu tombes enceinte, tu dois retrouver une crèche, quoi. Mais oui, mais c'est littéralement ça. Mais on est où? Littéralement, tu tombes enceinte, je crois qu'au bout de... Quand tu sais, quand t'es le truc de sûreté et tout, mais genre à 2-3 mois, tu commences à... Non, mais c'est bien. Mais tu te dis, en fait, c'est quoi cette qualité de vie, en fait? Ouais, c'est du stress, hein, c'est beaucoup de stress et moi j'aurais pas pu, hein, tu connais ton corps, il faut connaître son corps, moi je sais que je savais que je pouvais pas commencer à taper des 70 heures dans une enfin non, tu vois, genre, non, j'aurais pas pu, franchement. Tout à l'heure tu nous as parlé de la dernière chanson que tu as partagée sur les réseaux. Yes. Est-ce que c'est la toute dernière? Oui, c'est ça, c'est Vilipendé. La toute dernière. Ah, la toute dernière de ma vie? Oui. Ah non, je sais pas. Tu sais pas? Non, ça je sais pas. Et c'est quoi l'histoire de cette chanson? Bah, Vilipendé, l'histoire elle est assez intéressante et elle explique bien qui je suis et qui je suis aujourd'hui. Vilipendé, du coup, ça veut dire se sentir agressé, tu vois, se sentir un peu rejeté, un peu méprisé, voilà, méprisé un peu par la société, enfin c'est de ça dont je parle dans la chanson. Et c'était vraiment le sentiment que j'avais, je l'ai écrite l'été 2022, je crois, ou 2021, je crois. Et en fait, c'était une période où justement, en fait, j'avais l'impression que il y a une espèce de plafond de verre dans la musique, dans beaucoup de choses d'ailleurs que je faisais. J'avais l'impression de ne pas être justement vue à ma juste valeur. Presque que c'était le monde contre moi, tu vois. J'avais l'impression que je savais pas si j'avais fait quelque chose de mal, je savais pas s'il y avait un truc qui fonctionnait pas, mais je me sentais vraiment agressée par la vie. Et tu vois, on pouvait me faire une petite remarque, un petit truc même peut-être positif pour m'aider ou autre, mais j'allais mal le prendre. Okay. Et donc l'histoire vient de là et j'écris ce son là et c'est vrai que c'est une chanson qui a un côté triste, tu vois, c'est une chanson qui a beaucoup plu directement. J'avais mis un petit extrait sur les réseaux mais je me dis est-ce que les gens écoutent vraiment les paroles et tout. Je pense que quand même c'est une des chansons où les gens ont quand même pas mal écouté les paroles, mais c'est vrai que quand je disais le refrain c'est paradis, je rêve de paradis, moi je sais ce que je dis dans et c'est vrai que je sais pas comment les gens l'entendent, mais c'est vrai que c'est une chanson quand les 2 scènes là que j'ai faites cette année où je l'ai chantée, enfin moi je peux que pleurer en chantant cette chanson et ça me renvoie aussi à ce truc de, tu sais, la musique si ça te fait tant pleurer, si ça te ramène à autant de souffrance, tu vas pas souffrir sur scène pour le show, tu vois. Honnêtement, les 2 scènes que j'ai faites sur cette chanson là, je pleure à chaque fois, enfin parce que je sais ce que ça veut dire je rêve de paradis, quand je dis un jour j'irai loin d'ici, etc. Enfin je sais tout ce que ça veut dire et je sais comment je me sentais quand j'ai écrit cette chanson, c'est surtout ça. Et moi dès que je rechante une chanson que j'ai écrite dans une période où j'allais mal, ce qui est 99 je pense % de mes chansons pour pas dire ça me renvoie à ce truc là et du coup je prends pas plaisir, tu vois, je prends même pas plaisir à partager mes sons, tu vois, genre et je me suis rendu compte de ça, que même avant, et c'est pour ça que j'ai jamais été dans ce truc de faire de la promo aussi, que j'ai toujours été dans ce truc de j'ai fait une chanson, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de le sortir, mais j'ai pas besoin de le marketer, tu vois, c'est déjà assez difficile de te mettre sur la place publique à nu, si en plus je dois arriver et devoir faire une démarche de market, je ne peux pas. Je peux marketer un produit, là, tu vois, je peux faire... Et ça m'a donné confiance d'ailleurs en ça, parce que lancer ma marque, je me suis dit, ah, ok, en fait, tu sais marketer un produit, tu sais appliquer tout ce que tu as appris à l'école, tu sais le faire sur un produit. Par contre, sur toi, sur ta musique, tu n'y arrives pas. Et pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que c'est pas toi, c'est pas... t'as trop un rapport émotionnel au truc, et un échec de marketing sur toi-même, ça fait extrêmement mal comparé à un échec sur un produit, tu vois. Le produit, c'est beaucoup plus dur de mettre la distance et de... Exactement. De pas moi être je savais impacté, pas le faire, tu vois. Ouais, bien sûr, je comprends tout à fait. Donc je sais pas si c'est la dernière chanson mais ouais, s'il y en a d'autres je serais très contente, tu vois. Genre moi j'ai pas une aversion envers la musique, mais je pense que j'ai besoin de vivre d'autres trucs et bien sûr, voilà, et on verra quand ça revient. Donc on va terminer par un petit truc trop chouette, je trouve. Ce que je te propose, c'est qu'on tire une carte du jeu et que tu y répondes si tu en as envie. Yes. Et on peut en piocher plusieurs si besoin. Il n'y a pas de souci sur ça. Juste avant qu'on le fasse, du coup, tu as sorti récemment plusieurs versions. Nouvelle version du jeu. Yes, c'est vrai. Il y a donc la version originale, donc la première que la plupart des gens ont, donc qui est à destination de toute relation, qui fonctionne super bien sur les couples, les dates, les gens qui ont envie d'apprendre à se connaître et qui ont envie de s'intégrer dans la vie de l'un, de l'autre.
mais ça marche aussi avec des gens qu'on croit déjà connaître. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit au début, on rencontre une deuxième fois une personne, ça j'ai adoré, parce que c'est vraiment ça en fait, avec les gens que tu connais déjà, et je mets des guillemets, bah en fait tu te rends compte que tu les connais peut-être pas si bien, qu'il y a encore des parts de mystère ou des sujets dont on parle jamais en famille, entre potes et tout, et du coup ça crée des chouettes moments. J'ai vu que les enfants voulaient y jouer, tu vois, c'est un jeu, donc de toute façon tu fais appel à l'enfant dès que tu dis il y a un jeu, et si tu leur dis tu peux pas y jouer, tu t'attires un truc, tu crées un truc la frustration. une frustration. Et donc je me suis dit, surtout ayant un neveu et une nièce et tout, et faisant beaucoup de choses avec eux, je me suis dit il faut qu'ils aient leur truc. Et donc voilà, donc j'ai créé une version enfant qui aussi me touche particulièrement parce que il y a une énorme partie qui est sur le bien-être de l'enfant, et notamment au niveau du harcèlement scolaire, son bien-être à l'école. L'enfant il passe une énorme partie de sa journée à l'école, donc c'est important de savoir ce qui se passe quand il rentre, et qu'il ait ce rapport à la communication, au fait de verbaliser ce qui est en train de lui arriver dans la journée. Et donc il y a la version enfant qui est sortie, et il y a une version entreprise, parce que j'en ai pas parlé là, mais aussi ce qui fait que je me verrais pas retourner en entreprise, c'est que j'ai fait un burn-out moi il y a bientôt 2 ans, 1 an et demi, et donc j'ai eu besoin de créer des questions pour aider. Je sais que tout le monde n'a pas vocation à être entrepreneur, n'a pas vocation à tout lâcher, à tout arrêter, et c'est totalement ok. Je pense qu'il faut mettre des outils en place pour les gens qui sont en entreprise, parce qu'en plus on peut s'épanouir en entreprise, et parfois on demande que ça en fait, et juste la hiérarchie, le management, c'est pas forcément écouter ou gérer ça. L'idée c'est que c'est des questions là pour le coup qui te permettent en fait de verbaliser en fait ce qui se passe au travail avec ton équipe, avec tes collègues, avec tes collaborateurs, avec tes supérieurs, et de créer des moments, que ce soit pendant les team building, pendant les séminaires, etc. J'ai envie que les gens ils aient ce truc, ce petit doudou, cette petite safe place, et mettre en place ça, de la communication. C'est pas facile, moi je sais que je suis quelqu'un, j'aurais jamais pu le dire en entreprise, tu vois, tout ce que mon mal-être à l'époque. Mais si j'avais eu un outil comme des cartes avec des petites questions qui te permettent d'arriver sur les sujets, ça m'aurait vraiment enlevé un poids énorme. Donc voilà, donc c'est ces 3 éditions là qui trop sont chouette. N'hésitez pas à commander le jeu directement sur l'Instagram Moon2Care, ou sur le site. Ouais, sur le site moon2care.fr, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout, je réponds à tout le monde. J'adore recevoir des questions, ça me challenge moi aussi dans cette aventure là, donc j'aime beaucoup. J'adore. C'est le moment du tirage. Donc tu vas tirer. Tu vas tirer et je vais te la lire. Ok, ça marche. Enfin, je vais te la poser quoi. Ça marche. Alors, hop. Oh, je suis contente. J'ai peur. Allez, 1 heure de podcast sans plus. C'est parti. Selon toi, quel est notre but sur Terre? Waouh. Je suis contente d'avoir celle-là. Moi aussi. Ouais. Pour moi, en tout cas, il faut qu'on comprenne qu'on est tous interconnectés. Et dans notre but sur Terre, il y a vraiment ce concept un peu anarchique, mais de se dire il n'y a personne de supérieur à un autre. On n'est pas toujours avec les mêmes chances, on va dire, les mêmes opportunités, mais il y a une part d'opportunité qu'on peut créer, et il y a surtout une énorme part d'opportunité qu'on peut créer pour les autres. Et il faut pas avoir peur de ça. Mettre de la lumière sur quelqu'un, ça nous enlève pas de lumière. Ça va pas éteindre la nôtre. Ça va pas éteindre la nôtre, tu vois. Contraire. Et au contraire, c'est ça. Et c'est plein de choses comme ça à déconstruire dans une société qui est super individualiste, et dans laquelle on grandit, tu vois, en s'isolant, en se disant... En fait, moi, c'est assez mind-blowing pour moi de me dire en ce moment, tout ce que t'as cru pendant 26 ans de vie est rechallengé, et là, tu comprends qu'en fait, les autres sont ta force. Tu vois, et vraiment avant pour moi les autres étaient vraiment ma faiblesse, parce qu'en fait c'était la vulnérabilité. Tu vois, les autres c'était ceux qui pouvaient potentiellement me faire du mal. Moi c'était ça que je me disais, alors qu'en fait quand tu vois le verre à moitié plein, tu te dis en fait les autres c'est aussi ceux qui peuvent me sauver, qui peuvent aussi m'aider, qui peuvent m'aimer, qui peuvent, tu vois, tu peux trouver plein de choses positives aussi. Et donc voilà, donc moi je pense que dans notre but sur Terre, c'est de comprendre ça, qu'on est vraiment interconnectés, interdépendants, et qu'il n'y a pas de mal à avoir une interdépendance. On parle pas de dépendance affective, on parle pas de, tu vois, on parle vraiment de ce truc de se dire on a besoin d'être soudés en fait pour créer, tu vois, un immeuble ça se crée pas seul, il y a rien qui se crée seul en fait. Il y a vraiment littéralement rien sur cette planète on survivrait pas si on était tout seul quelques mois, tu vois, on te met sur une île déserte, tu tiens pas longtemps, et pourtant voilà, sans même si on parle pas du fait de te faire attaquer par une bête sauvage ou quoi, tu auras besoin des autres, tu vas pas créer ta maison seule, tu vas pas allumer le feu seul, tu vois, tu vas pas tenir le feu seul aussi. Donc
Donc voilà, c'est ce truc de reconnaître ça. Ça demande de l'humilité aussi. Ça demande de la vulnérabilité. Et puis de faire un peu d'avoir confiance en soi aussi. Oh oui. Parce qu'on se rend très vite compte. Et ça, souvent, quand on joue au jeu, je le dis aux gens, c'est que faire confiance aux autres, c'est d'abord se faire confiance en soi. Et souvent, les gens qui n'ont pas confiance en les autres, bah, on comprend très vite qu'en fait, ils n'ont pas confiance en eux. Totalement. Et ça a joué. Tu vois, moi, je sais que pendant très longtemps dans ma vie, j'ai pas eu confiance en moi, donc bien entendu, je n'avais pas confiance aux autres. Donc voilà, c'est ça, se faire confiance et faire confiance aux autres et comprendre qu'on est interconnectés. Merci beaucoup Sunshine Harmony, merci beaucoup Aude, c'était un vrai plaisir de parler avec toi, d'aborder tous ces sujets avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de lumière, beaucoup de bon tout simplement. Moi je te souhaite le meilleur avec ce jeu et avec tous tes projets futurs. Merci beaucoup. Bah je te renvoie tout ça, hein. Honnêtement c'est un projet de fou et c'est vrai que moi j'adore voir les gens aller au bout de leurs idées. Genre vraiment quand on a quelque chose, quand on a une flamme, quand on a une idée, en fait il ne faut pas réfléchir 1000 heures, faut pas chercher la perfection du truc, il faut le sortir. En fait il faut le sortir et très souvent on regrette pas. Et même si c'est pas parfait, c'est fait avec le cœur comme dirait Léna Situation. Exactement. Et franchement je trouve que t'as beaucoup de force et tu t'accroches et tu vas à l'aventure. Enfin je trouve que de toute façon sans nous jeter des fleurs, mais je trouve qu'on a beaucoup de points communs sur ça, tu vois. On a ce truc un peu aventurier où tiens on a une opportunité quelque part, on y va, on prend nos affaires et voilà quoi. Et non franchement c'était un plaisir de passer ce moment-là. Je savais, en fait, dès que tu m'as proposé, honnêtement, j'ai pas réfléchi, tu vois. C'est vrai que tu m'as dit, ouais, et tout, t'inquiète si tu le sens pas. Mais moi, j'étais là, quoi? Rien que quand j'ai écouté ton vocal, j'étais là, mais trop bien et tout. Parce que surtout quand t'as un podcast déjà, ou quand t'as des trucs, partager avec d'autres gens qui sont dans la même énergie que toi, déjà, c'est une safe place de fou, tu vois. Tu sais que t'es compris. Là, on me demande pas de parler devant une classe de HEC, tu vois. Là, je sais que peut-être qu'ils me comprendront peut-être pas dans mes choix de vie, mais là tu sais, on est déjà artiste et tout, donc déjà, on est déjà un peu outsider, tu vois. Donc déjà, à partir de là, on sait qu'il n'y a pas de notion de folie entre nous, tu vois. Il n'y a pas ce truc où on écarquille les yeux dès qu'on entend une nouvelle. Ah, t'as fait ça, t'as lancé ci, t'as lancé ça, tu vois. On sait que on a déjà cette fibre-là d'aller au bout des choses. Donc voilà, je te souhaite que du succès et j'ai hâte d'écouter les autres épisodes. Merci, c'est adorable. C'est vraiment adorable. On ira sur ça. Mais merci infiniment pour ce moment de qualité. Merci à toi.